Je m'appelle Jeanne et j'ai 32 ans. J'ai 2 emplois juste pour garder la tête hors de l'eau, mais chaque dimanche, je me traîne chez mes parents pour le dîner de famille. La semaine dernière, j'étais épuisée après avoir fait un double service au bistrot, puis nettoyé des bureaux jusqu'à 3 heures du matin. Mais j'étais là, assise à cette table de salle à manger familière, espérant que cette fois-ci serait peut-être différente. Peut-être que cette fois, il me verrait comme plus que la déception de la famille. Je n'avais aucune idée que tout était sur le point de changer pour toujours. En approchant de la maison de mon enfance, je me sentais à nouveau toute petite. Le joli portail en fer forgé, la pelouse parfaitement tondue, le drapeau français flottant près de la porte d'entrée. Tout semblait exactement comme lorsque j'avais 8 ans. Sauf que maintenant, c'était moi qui luttais pour joindre les deux bouts, alors que tous les autres semblaient avoir tout compris. La BMW de mon frère Cédric était déjà dans l'allée, à côté de la flambant neuve Audi de ma sœur Isabelle. J'ai garé ma vieille Clio derrière eux, sentant le nœud familier dans mon estomac se serrer. Cédric avait 34 ans, 2 de plus que moi, et il venait d'être nommé associé dans son cabinet d'avocat en centre-ville. Isabelle avait 29 ans et était déjà chef du service de pédiatrie à l'hôpital local. Et puis, il y avait moi, Jeanne, l'enfant du milieu, celle qui n'avait jamais vraiment été à la hauteur. Voyez-vous, j'étais censée aller à l'université moi aussi. J'avais une bourse d'études complète pour l'université de la Sorbonne, j'allais étudier la gestion des entreprises. Mais pendant ma dernière année de lycée, grand-mère Rosalie est tombée malade. Vraiment malade. La maladie d'Alzheimer l'a frappée durement et rapidement. Et quelqu'un devait s'occuper d'elle? Maman et papa travaillaient tous les deux. Cédric était en fac de droit et Isabelle en prépa médecine. Devinez qui s'est porté volontaire pour mettre ses rêves en attente. J'ai passé 4 ans à m'occuper de grand-mère Rosalie au lieu de m'asseoir dans des amphithéâtres. Je lui changeais ses couches, je la nourrissais quand elle oubliait comment utiliser une fourchette. Je lui tenais la main pendant les mauvais jours, quand elle ne reconnaissait aucun de nous. J'ai utilisé toutes mes économies pour ses frais médicaux, la kinésithérapie et les soins à domicile lorsque les choses se sont vraiment aggravées. Quand elle est décédée, j'avais 22 ans, sans diplôme, sans perspective, et une famille qui avait en quelque sorte oublié de dire merci. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler comme serveuse au bistrot de Marcel sur la place du marché. Le salaire était terrible, mais les pourboires aidaient et je pouvais prendre des services supplémentaires. Quelques années plus tard, je suis tombée enceinte d'Emma. Son père a disparu à la minute où il a appris la nouvelle, me laissant découvrir la maternité célibataire toute seule. J'ai ajouté un travail de nettoyage de nuit pour joindre les deux bouts, travaillant de 22 heures à 4 heures du matin à récurer les sols des immeubles de bureaux du centre-ville. Emma a 8 ans maintenant, et elle est la lumière de ma vie. Première de sa classe, douce comme un agneau, et sage au-delà de son âge. Elle sait que maman travaille dur, et elle ne se plaint jamais quand je suis fatiguée, ou quand nous mangeons des coquillettes au jambon pour la 3e soirée d'affilée. Mais assise dans l'allée de mes parents, je me demandais quel genre d'exemple je lui donnais. Étais-je en train de lui apprendre qu'il est normal d'être invisible dans sa propre famille? Papa a ouvert la porte d'entrée avant que je ne puisse frapper, ses cheveux gris parfaitement peignés et sa chemise impeccable me toujours. Hervé Peterson avait été comptable pendant 40 ans, avant de prendre sa retraite, et il s'habillait toujours comme s'il se rendait au bureau chaque jour. « Jeanne, tu as 10 minutes de retard », a-t-il dit au lieu de « bonjour ». Ta mère a gardé le dîner au chaud. « Désolé, papa, j'ai dû aller chercher Emma chez son amie. » Il a grogné et est retourné vers la salle à manger. Je l'ai suivi à travers le salon, passant devant toutes les photos de famille sur la cheminée, la remise de diplôme de Cédric de la fac de droit, la cérémonie d'Isabelle de l'école de médecine, leurs photos de mariage,
des photos de leurs enfants. Il y avait quelques photos d'Emma et moi, rangées à l'arrière, mais elles dataient de plusieurs années. Maman, Denise, s'affairait dans la cuisine avec son tablier à fleurs, le même qu'elle portait pour le dîner du dimanche depuis que j'étais enfant. Elle m'a fait un câlin rapide qui sentait le rôti de bœuf et le parfum à la vanille. « Comment vas-tu, ma chérie ?» a-t-elle demandé, mais elle se retournait déjà vers la cuisinière avant que je ne puisse répondre. Cédric était assis à la table de la salle à manger, faisant défiler son téléphone pendant que sa femme, Sandrine, donnait à manger à leur fils de 2 ans. Il a levé les yeux juste assez longtemps pour hocher la tête dans ma direction. « Jeanne, comment vont les affaires de serveuse ?» Je pouvais entendre la condescendance dans sa voix, mais j'ai forcé un sourire. C'est un travail honnête. Isabelle est entrée en trombe depuis le salon, toujours dans sa blouse de son service à l'hôpital. Elle avait l'air impeccable sans effort, même après une journée de 12 heures, ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval parfaite. Désolée d'être en retard, tout le monde. Nous avons eu une chirurgie d'urgence qui a duré plus longtemps que prévu. Vous savez ce que c'est quand on sauve des vies? Elle a embrassé maman et papa, a fait la bise à Cédric, puis s'est tournée vers moi avec ce sourire professionnel et éclatant qu'elle utilisait probablement avec les familles des patients. « Jeanne, comment va la petite Emma? Toujours de bonnes notes? » « Elle est de nouveau au tableau d'honneur, » ai-je dit, essayant d'insuffler un peu de fierté dans ma voix. « C'est merveilleux, » a dit Isabelle. Mais elle passait déjà à autre chose, sortant son téléphone pour montrer à maman des photos de ses récentes vacances en Italie avec son mari. C'est comme ça que ça se passait toujours. Cédric et Isabelle commandaient la pièce avec leur réussite, pendant que je restais assise en silence, n'apportant rien de valeur à la conversation. Ils parlaient d'options sur actions et de conférences médicales, pendant que je calculais si je pouvais me permettre d'acheter de nouvelles chaussures pour Emma avant la rentrée. Papa a découpé le rôti-pen, pendant que maman servait la purée de pommes de terre et les haricots verts. Nous étions assis autour de la même table où j'avais mangé des milliers de repas, mais je me sentais pourtant comme une étrangère. Emma était chez son amie pour une soirée pyjama, ce qui signifiait que j'étais seule ce soir. Parfois, sa présence rendait ces dîners supportables, car voir ma famille interagir avec elle me rappelait pourquoi je continuais à venir. « Alors, Cédric, » a dit papa, s'installant dans son fauteuil en bout de table. « Raconte-nous cette histoire d'associé. Je veux connaître tous les détails. » Cédric s'est redressé, clairement ravi d'être sous les feux de la rampe. « Eh bien, ça faisait longtemps que ça se préparait. 5 ans à faire des semaines de 80 heures, mais ça a finalement payé. Les associés principaux m'ont appelé dans la salle de conférence jeudi dernier et l'ont officialisé. Je suis maintenant un associé à part entière chez Dubois, Hayes & Associés. Oh mon chéri, c'est merveilleux! Maman a applaudi. Hervé, ne t'avais-je pas dit que Cédric deviendrait associé avant ses 35 ans? Papa rayonnait de fierté. J'ai toujours su que tu avais ça en toi, mon fils. Qu'est-ce que ça signifie pour ton salaire? Cédric s'est lancé dans une explication détaillée de son nouveau package de rémunération, son bureau d'angle et sa secrétaire. Isabelle est intervenue avec des questions sur ses affaires, ses perspectives d'avenir, s'il pourrait un jour se présenter pour être juge. J'ai coupé mon rôti en petits morceaux et j'ai mâché lentement, essayant d'avoir l'air intéressé. Et Isabelle? Papa a tourné son attention vers ma sœur. Comment ça va à l'hôpital? Tu penses toujours à cette spécialisation à Paris? En fait, j'ai aussi une nouvelle excitante, a dit Isabelle, pratiquement rayonnante. Le docteur Martinez m'a offert le poste de chef de service. Je serai la PLE, jeune personne à diriger la pédiatrie à l'hôpital général.
La table a éclaté en félicitations. Maman a sauté pour la serrer dans ses bras. Papa a levé son verre d'eau en un toast. Et Cédric lui a tapé dans le dos comme si elle venait de gagner au loto. J'ai applaudi avec eux, ayant l'impression de regarder un film sur la famille de quelqu'un d'autre. Ça mérite une célébration, a annoncé papa. Denise, n'avons-nous pas cette bouteille de champagne au réfrigérateur? La bonne, a convenu maman, se dirigeant vers la cuisine. J'ai essayé d'avaler la bouchée de nourriture dans ma bouche, mais elle avait le goût du carton. C'était exactement comme ça que se déroulait chaque dîner de famille. Cédric et Isabelle partagèrent leur triomphe, pendant que j'étais assise là comme un meuble. Parfois, je me demandais s'ils remarqueraient, même si j'arrêtais de venir. « Et toi, Jeanne ?» a soudainement demandé Isabelle. « Des nouvelles, excitantes du restaurant ?» Tous les yeux se sont tournés vers moi, et j'ai senti mes joues rougir. Eh bien, en fait, j'ai été nommée employée du mois au bistrot de Marcel, et Emma a été au tableau d'honneur pour le 3e trimestre consécutif. « Employée du mois ?» a répété Cédric lentement, comme s'il essayait de comprendre une langue étrangère. « Au bistrot ?»« C'est bien, ma chérie, » a dit maman, revenant avec le champagne. Mais elle était déjà concentrée sur le bouchon qui allait sauter, le moment d'attention sur moi s'évaporant aussi vite qu'il était apparu. « En parlant d'Emma, » a dit papa. Ne devrait-elle pas se concentrer davantage sur ses études au lieu de toutes ces soirées pyjama? L'éducation est ce qui la séparera de... Il s'est interrompu, mais l'implication flottait dans l'air comme de la fumée. De quoi? De finir comme moi. Le champagne a coulé à flots, et la conversation s'est tournée vers la recherche de maison d'Isabelle. Elle et son mari regardèrent des propriétés dans le quartier riche de la ville, des endroits avec des garages pour 3 voitures et des piscines. On pense à la meulière de la rue de l'Érable, a-t-elle dit, faisant défiler des photos sur son téléphone. C'est un peu plus que ce que nous voulions dépenser. Mais Paul a eu cette promotion. Et avec mon nouveau poste, on peut se le permettre. Investissement intelligent, a hoché la tête papa, approbateur. L'immobilier dans ce quartier ne fait que monter. Vous savez ce que vous faites, les enfants. Isabelle leur a montré des photos de plans de travail en granit et de dressing pendant que je poussais la nourriture dans mon assiette. La maison qu'elle envisageait coûtait plus que ce que je gagnerais en 10 ans, même en cumulant mes 2 emplois. La meilleure partie, c'est la carte scolaire, a poursuivi Isabelle. Certains des meilleurs résultats aux examens, nous de la région. Nous voulons que le petit Marc ait tous les avantages. L'éducation est tout, a convenu Cédric. Sandrine et moi regardons déjà les écoles privées pour Thomas. Il faut commencer tôt si on veut qu'ils entrent dans de bonnes universités. Absolument, a dit papa, coupant un autre morceau de rôti. Regardez comme vous avez bien réussi tous les deux. Isabelle, tu dirigeras cet hôpital un jour. Et Cédric, je ne serais pas surpris si tu finissais en politique. Ils parlaient de l'avenir de leurs enfants, comme s'ils planifiaient des stratégies de bataille, cours de piano et camps de football, soutien scolaire et préparation aux examens, des plans d'épargne pour les études déjà conséquents. J'ai pensé à la tirelire d'Emma dans notre minuscule appartement, à la façon dont elle économisait son argent de poche pour s'acheter un nouveau sac à dos parce qu'elle avait honte de celui que je lui avais trouvé à la friperie. Bien sûr, certaines personnes font des choix différents, a poursuivi papa, et je pouvais sentir son regard sur moi. Certaines personnes pensent savoir mieux que leurs parents. Voilà, la pique que j'attendais toute la soirée. Papa ne m'avait jamais pardonné d'avoir refusé cette bourse, même si je l'avais fait pour prendre soin de sa mère. Dans son esprit, j'avais gâché mon avenir sans aucune bonne raison. J'ai fait le choix que je devais faire, ai-je dit doucement, ma fourchette tremblant légèrement dans ma main. Vraiment? La voix de papa était tranchante maintenant. Ou as-tu choisi la facilité? L'université, c'est du travail, Jeanne. Peut-être que tu n'étais tout simplement pas à la hauteur du défi.
Cédric et Isabelle ont échangé un regard par-dessus la table. Maman est soudainement devenue très intéressée par ses haricots verts. C'était le moment qu'ils redoutaient tous, lorsque la déception de papa envers Moireux faisait surface et empoisonnait toute la soirée. M'occuper de grand-mère Rosalie n'était pas la facilité, ai-je dit, ma voix plus forte maintenant. Quelqu'un devait le faire. Il y avait d'autres options, a répondu papa. Les maisons de retraite, les soins professionnels. Tu n'avais pas à sacrifier ton éducation? Avec quel argent? Les mots sont sortis plus brusquement que je ne l'avais prévu. Sa pension de la sécurité sociale couvrait à peine ses médicaments, sans parler des soins à plein temps. Ce n'est pas la question. Papa a agité la main d'un air dédaigneux. La question est que tu as abandonné. Et maintenant, regarde où tu en es. 32 ans, des petits boulots, élevant un enfant seul. C'est la vie que tu voulais? Le silence qui a suivi était assourdissant. Isabelle fixait son assiette. Cédric a vérifié son téléphone et maman s'est levée pour remplir les verres d'eau qui étaient déjà pleins. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine, ce mélange familier de honte et de colère qui refaisait toujours surface lors de ces conversations. Au moins, j'assume mes choix, ai-je dit, surprise par ma propre audace. Les sourcils de papa se sont levés. Assumer, Jeanne? Tu gardes à peine la tête hors de l'eau. Tu vis dans ce minuscule appartement. Tu cumules les emplois juste pour payer le loyer et tu ne peux même pas te permettre d'envoyer Emma dans une école décente. En quoi est-ce assumé? Hervé, a dit doucement maman. Mais il a levé la main pour la faire taire. Non, Denise. Elle doit entendre ça. Nous avons marché sur des œufs autour de la vérité pendant des années. Mais il est peut-être temps que quelqu'un le dise à voix haute. Mes mains tremblaient maintenant, et j'ai serré ma serviette pour essayer de les arrêter. Dire quoi à voix haute? Papa s'est adossé à sa chaise, ses yeux gris froids et calculateurs. C'était le regard herdé qu'il me lançait quand j'étais adolescente, quand je l'avais déçu d'une manière ou d'une autre. Le regard qui me donnait l'impression de ne rien valoir. Tu ne vaux rien dans cette famille. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai entendu Isabelle suffoquer. J'ai vu la tête de Cédric se relever de son téléphone. J'ai senti la main de maman se poser sur sa poitrine. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était le visage de papa. La satisfaction que j'y voyais, comme s'il avait attendu des années pour dire ces mots à voix haute. Ne rien valoir. Le mot résonnait dans ma tête, rebondissant comme une balle de ping-pong. Ne rien valoir. Après tout ce que j'avais sacrifié, tout ce que j'avais abandonné, tout ce que j'avais fait pour cette famille. Ne rien valoir. La salle à manger est tombée dans le silence, à l'exception du tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin. Je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque dans mes oreilles, sentir mon visage brûler d'humiliation et de rage. Cédric avait enfin posé son téléphone, la bouche légèrement ouverte. Les yeux d'Isabelle étaient écarquillés par le choc, et maman avait l'air sur le point de pleurer. Mais papa restait assis là, coupant un autre morceau de rôti, comme s'il venait de commenter la météo. Ne rien valoir. C'est alors que les souvenirs ont commencé à affluer. Pas les souvenirs de famille chaleureux et flous qui sont censés vous soutenir dans les moments difficiles. C'étaient des souvenirs différents, ceux que j'avais refoulés pendant des années. Je me suis souvenue d'avoir 19 ans, assise dans la chambre d'hôpital de grand-mère Rosalie, alors qu'elle se remettait d'une pneumonie. Le médecin expliquant qu'elle avait besoin de soins spécialisés, que les coûts de l'établissement seraient astronomiques. Je me suis souvenue d'avoir appelé papa depuis une cabine téléphonique de l'hôpital, demandant si la FA 1000 pouvait aider avec les dépenses. On a nos propres factures à payer, Jeanne. Tu as choisi de prendre ça en charge, débrouille-toi.
Alors, je me suis débrouillée. J'ai encaissé mes économies pour les études. Les 15 000 € que j'avais économisés en travaillant les étés et les week-ends pendant tout le lycée. Chaque centime est allé aux soins de grand-mère Rosalie. Je me suis souvenu d'avoir 21 ans, travaillant à mon premier emploi au bistrot quand papa a appelé en panique. On lui avait diagnostiqué un souffle au cœur et il avait besoin d'une opération, mais leur mutuelle ne couvrait pas la totalité des coûts. Est-ce que je pouvais aider? Juste un prêt, disait-il, juste le temps qu'il trouve une solution. Je lui avais donné 3 000 €, tout mon compte d'épargne à l'époque. J'avais prévu d'utiliser cet argent pour retourner à l'université, pour finir le diplôme que j'avais mis en attente. Mais la famille passe avant tout, n'est-ce pas? C'est ce que papa disait toujours. Il ne m'a jamais remboursé. Je me suis souvenu d'avoir 23 ans quand la voiture de maman est tombée en panne et qu'il ne pouvait pas se permettre les réparations. Un autre prêt, une autre partie de mes économies, envolée. Quand Isabelle avait besoin d'argent pour les manuels de la fac de médecine, devinez qui a couvert les frais? Quand la femme de Cédric était enceinte et qu'ils avaient du mal à se permettre les meubles pour le bébé, qui les a aidés? Toujours moi. Et maintenant, papa était assis là, dans la maison que je l'avais aidé à garder quand il ne pouvait pas payer les mensualités du prêt il y a 3 ans, me traitant de personne qui ne vaut rien. La rage qui couvait en moi depuis des années a soudainement atteint son point d'ébullition. Je pouvais la sentir se propager dans mon corps comme un feu, brûlant la honte, le doute et la peur qui m'avaient maintenue silencieuse pendant si longtemps. Je me suis levée lentement, ma chaise raclant le parquet. Tout le monde m'a regardée, s'attendant probablement à ce que je coure aux toilettes pour pleurer comme je le faisais quand j'avais 12 ans. Mais je n'avais plus 12 ans, et j'en avais fini d'être le bouc émissaire de la famille. Ne rien valoir, ai-je dit, ma voix stable malgré la tornade d'émotions qui tourbillonnait en moi. Tu penses que je ne vaux rien? Papa avait l'air agacé, comme si je dérangeais son dîner. Jeanne, assieds-toi, ne fais pas de scène. Non. Le mot est sorti plus fort que je ne l'avais prévu. J'en ai fini de m'asseoir. J'en ai fini d'être silencieuse pendant que vous me démolissez. J'ai regardé autour de la table, ma famille, je les ai vraiment regardés. Cédric dans son costume cher, Isabelle dans sa blouse de marque, maman avec sa coiffure parfaite, papa avec son expression suffisante. Ils me fixaient tous comme si j'avais perdu la tête. Tu veux savoir ce qui ne vaut rien, papa? Cette conversation ne vaut rien. Toute cette dynamique ne vaut rien. Mais moi, je suis la chose la plus éloignée de ne rien valoir. Et je vais te le prouver, tout de suite. Je me suis tournée pour lui faire face directement, le regardant droit dans les yeux pour la première fois depuis des années. Sans moi, tu n'aurais pas de toit sur ta tête. Les mots sont restés en suspens dans l'air, comme une bombe sur le point d'exploser. La fourchette de papa s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche et la couleur a quitté son visage. « Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as entendu? » Je prenais de l'élan maintenant. Des années de colère refoulée trouvaient enfin leur voix. Il y a 3 ans, quand tu ne pouvais pas payer ton prêt immobilier à cause de tes factures médicales, qui t'a sorti du pétrin? Quand la banque menaçait de saisir, qui t'a fait un chèque de 6 000 €? La boucle de papa s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. La main de maman est allée à sa gorge. C'est différent, a-t-il balbutié. C'était un prêt. Vraiment? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Parce que je n'en ai jamais revu un centime, tout comme les 3 000 € pour ton opération du cœur, tout comme les 2 000 pour la voiture de maman, tout comme les innombrables autres fois où vous vous êtes tourné vers la personne qui ne vaut rien quand vous aviez besoin d'argent. Cédric s'est agité inconfortablement sur son siège. Jeanne,
Peut-être que tu devrais te calmer. Me calmer? Je me suis retournée pour lui faire face. Tu veux que je me calme, Cédric? Laisse-moi te parler du calme. Je suis calme depuis 13 ans, pendant que cette famille me traite comme une ordure. Je suis calme, pendant que vous construisez tous vos vies parfaites sur mes sacrifices. Isabelle a essayé d'interrompre. Ce n'est pas juste. Juste? Je l'ai coupé. Tu veux parler de justice? Parlons du fait que j'ai payé tes manuels de fac de médecine. Isabelle, tu te souviens de la 2e année quand tu m'as appelé en pleurant parce que tu ne pouvais pas te permettre les livres de biochimie? Qui a couvert cette facture de 500 €? Le visage d'Isabelle est devenu blême. J'ai proposé de te rembourser? Proposé, mais jamais fait. Tout comme Cédric ne m'a jamais remboursé les frais d'inscription au barreau, 1200 € pour qu'il puisse suivre ce cours de préparation. De l'argent que j'avais économisé pour déménager Emma et moi dans un meilleur appartement. Cédric avait l'air de vouloir disparaître dans sa chaise. Je ne savais pas que tu en avais besoin. Tu ne savais pas que j'en avais besoin? Ma voix montait maintenant. Des années de frustration trouvaient enfin un exutoire. Je suis une mère célibataire, avec de X emplois, Cédric. Quand exactement penses-tu que je n'ai pas besoin d'argent? Papa a essayé de reprendre le contrôle de la situation. Ça suffit, Jeanne. Tu fais du cinéma? Du cinéma? Je me suis retournée vers lui et j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. La peur. Pour la première fois de ma vie, mon père avait l'air d'avoir peur de moi. Tu veux du cinéma? Laisse-moi te dire ce qui est du cinéma. Le cinéma, c'est travailler jusqu'à 3 heures du matin à nettoyer des bureaux, puis se lever à 6 heures pour emmener ta fille à l'école avant ton service au bistrot. Le cinéma, c'est choisir entre les courses et les fournitures scolaires d'Emma parce que tu as dépensé tes économies pour maintenir à flot ta famille ingrate. J'ai commencé à faire les 100 pas dans la salle à manger, mes mains gesticulant sauvagement, alors que 13 ans d'émotions refoulées se déversaient de moi. Tu veux savoir à quel point je ne vaux? Rien, papa. Laisse-moi te le détailler. Au cours des 10 dernières années, j'ai donné à cette famille plus de 25 000 €. 25 000 € que je n'avais pas, de l'argent que j'ai raclé des pourboires, des heures supplémentaires et en travaillant les jours fériés pendant que tout le monde profitait de sa vie parfaite. Maman a poussé un petit cri, comme un animal blessé. Jeanne, ma chérie? Ne m'appelle pas ma chérie, maman. Tu es restée assise à chaque fois et tu l'as regardé me démolir. Tu n'as jamais pris ma défense. Jamais une seule fois tu ne lui as dit qu'il avait tort. Tu l'as simplement laissé me faire sentir comme une moins que rien pendant que je maintenais financièrement votre foyer. Je me suis arrêtée devant les photos de famille sur le buffet, prenant celle de la remise de diplôme de Cédric. Regarde cette photo, Cédric. Regarde comme tout le monde est fier. Sais-tu où j'étais ce jour-là? Je faisais un double service au bistrot parce que tu avais besoin d'argent pour ta fête de remise de diplôme. La fête à laquelle je ne pouvais pas me permettre d'assister. La voix de Cédric était à peine un murmure. Je ne savais pas? Bien sûr que tu ne savais pas. Aucun de vous n'a jamais demandé. Vous avez juste supposé que la Jeanne, qui ne vaut rien, s'en occuperait, comme je le fais toujours. Comme je me suis occupée de grand-mère Rosalie quand elle était mourante. Comme je me suis occupée des factures médicales de papa. Comme je me suis occupée de chaque crise que cette famille a traversée depuis 13 ans. Isabelle pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Jeanne, nous ne nous en rendions pas compte. Vous ne vous rendiez pas compte de quoi? Que je suis un être humain avec des sentiments? Que j'ai des rêves, des objectifs et une fille à charge? Pensiez-vous que j'étais juste une sorte de distributeur automatique familial? Que vous pouviez utiliser chaque fois que vous aviez besoin de quelque chose? Papa a finalement retrouvé sa voix, mais elle était tremblante et incertaine.
Nous ne t'avons jamais demandé de sacrifier autant. Non, vous n'avez jamais demandé. Vous vous y attendiez simplement. Et quand j'ai donné, et donné, et donné jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, vous m'avez traité de personne qui ne vaut rien. Je suis revenue à la table, et je me suis penchée en avant. Mes mains à plat sur la surface, fixant directement les yeux de papa. Eh bien, voici un scoop pour toi, Hervé Peterson. Sans la personne qui ne vaut rien, tu aurais perdu cette maison. Sans la personne qui ne vaut rien, tu n'aurais pas pu te permettre ton opération. Sans la personne qui ne vaut rien, tes précieux enfants en or n'auraient pas terminé leurs études. Je suis l'épine dorsale de cette famille, et j'en ai fini d'être invisible. Le silence qui a suivi était différent d'avant. Ce n'était pas le silence inconfortable de la tension familiale. C'était le silence stupéfait de personnes dont la vision du monde venait d'être brisée. Le visage de papa était passé du rouge au blanc, puis au gris. Ses mains tremblaient alors qu'il attrapait son verre d'eau, mais il semblait avoir oublié comment boire dedans. Maman pleurait ouvertement maintenant, son maquillage parfaitement appliqué ruiné. Cédric et Isabelle étaient assis, figés sur leur chaise, comme des mannequins dans une vitrine. Je n'avais pas fini. 13 ans à être traité comme l'échec de la famille avaient accumulé un réservoir de colère si profond que je commençais à peine à y puiser. Tu veux savoir ce qui ne vaut rien d'autre, papa? Ton éducation. Tu as élevé Cédric et Isabelle en leur faisant croire qu'ils sont meilleurs que tout le monde, y compris leur propre sœur. Tu leur as appris que l'amour est conditionnel, qu'il dépend des réussites, des comptes en banque et du statut social. J'ai fait un geste vers mes frères et sœurs. Regarde-les. Regarde tes enfants parfaits. Cédric gagne un salaire à 6 chiffres, mais il n'a jamais proposé une seule fois d'aider avec les frais de scolarité d'Emma. Isabelle sauve des vies à l'hôpital, mais elle n'a pas pris la peine de me rendre visite quand j'ai eu une pneumonie l'hiver dernier. Cédric a essayé de protester. Je ne savais pas que tu étais malade. Parce que tu ne m'appelles jamais, sauf si tu as besoin de quelque chose. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais? Quand est-ce que l'un de vous a montré le moindre intérêt pour ma vie qui n'impliquait pas d'emprunter de l'argent? Isabelle sanglotait maintenant. Nous ne voulions pas, nous pensions juste que... Vous pensiez quoi? Que j'étais heureuse d'être le cas social de la famille? Que j'appréciais d'être celle que tout le monde méprisait? Je me suis retournée vers papa, qui semblait avoir rapetissé sur sa chaise. Mais tu es le pire de tous. Tu es censé être le père, celui qui protège ses enfants et les encourage. Au lieu de ça, tu as passé des années à me rabaisser, à me faire sentir que je n'étais pas assez bien, que j'étais une sorte de déception. Jeanne, a-t-il commencé, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Sais-tu ce qu'Emma m'a demandé la semaine dernière? Elle m'a demandé pourquoi papy et Hervé n'aiment pas sa maman. Un enfant de 8 ans peut voir ce que tu me fais, et tu es trop aveugle pour le remarquer. Ça a fait mouche. Je pouvais le voir sur son visage, la réalisation que sa petite fille avait été témoin de la façon dont il me traitait. Pour la première fois depuis le début de cette conversation, papa avait l'air véritablement honteux. Et maman? Je me suis tournée pour lui faire face. Tu es tout aussi coupable. Tu as permis ça pendant des années. Chaque fois qu'il me rabaissait, chaque fois qu'il me faisait sentir petite, tu restais assise là et tu laissais faire. Tu es censée être ma mère, mais tu l'as choisi lui plutôt que moi, à chaque fois. Maman pleurait si fort qu'elle pouvait à peine parler. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Désolée ne me rend pas 13 ans de ma vie. Désolée n'annule pas les dommages que vous avez causés à mon estime de moi. Désolée ne change pas le fait que ma propre famille
m'a fait sentir que je ne valais rien. Je me suis redressée, me sentant plus grande que je ne l'avais été depuis des années. Quelque chose avait changé en moi pendant cette confrontation. La fille effrayée et apologétique qui était entrée dans cette maison 1 heure plus tôt avait disparu, remplacée par une femme qui comprenait enfin sa propre valeur. Mais voici ce qui va changer, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. J'en ai fini d'être le filet de sécurité financier de la famille. J'en ai fini d'être celle vers qui vous vous tournez quand les choses deviennent difficiles. J'en ai fini de prétendre que ce dysfonctionnement est normal. Papa a tenté de retrouver une certaine autorité. Écoute-moi bien, Jeanne. Tu ne peux pas simplement... Je peux, et je le ferai. Je l'ai coupé avec un regard qui l'a fait fermer la bouche immédiatement. À partir de maintenant, je mets Emma en premier. Son fonds pour les études, son avenir, son bonheur. Fini les prêts qui ne sont jamais remboursés. Fini les sauvetages d'urgence. Fini de sacrifier la sécurité de ma fille pour des gens qui pensent que je ne vaux rien. Cédric a retrouvé sa voix. Tu ne peux pas être sérieuse. On ne peut plus sérieuse. J'ai soutenu cette famille financièrement et émotionnellement pendant plus d'une décennie. Et tout ce que j'ai obtenu en retour, c'est du mépris et du dédain de séance. Eh bien, ça se termine ce soir? Je suis allée au placard à manteau et j'ai pris ma veste. Emma et moi allons construire notre propre vie sans être constamment rabaissés. Nous allons trouver des gens qui nous apprécient, qui nous valorisent, qui voient notre valeur. Alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée, j'ai entendu des chaises racler le sol derrière moi. Ils étaient tous debout maintenant, réalisant enfin que quelque chose de fondamental avait changé. « Jeanne, attends !» a crié maman, sa voix désespérée. « S'il te plaît, ne pars pas comme ça. » Je me suis retournée une dernière fois, regardant les 4 personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Ils semblaient plus petits, en quelque sorte, diminués par la vérité que je les avais forcés à affronter. « J'ai attendu 13 ans que vous me traitiez avec respect, » ai-je dit. J'en ai fini d'attendre. Et sur ce, je suis sortie de la maison de Maure, en enfance, fermant la porte sur bien plus qu'un simple bâtiment. Je fermais la porte sur le fait d'être invisible, d'être prise pour acquise, de permettre à d'autres de définir ma valeur. 3 mois plus tard, ma vie était complètement différente. J'étais assise dans mon nouvel appartement, un 3 pièces dans un quartier sûr, avec de bonnes écoles, regardant Emma faire ses devoirs à la table de la cuisine. Les murs étaient peints en jaune vif, sa couleur préférée, et il y avait des photos partout. Les œuvres d'art d'Emma, des photos de nos aventures du week-end, des diplômes de ses réussites scolaires. Le changement le plus important n'était cependant pas l'appartement. C'était moi. Cette nuit-là, chez mes parents, c'était comme si j'avais abattu un mur que je ne savais même pas avoir construit autour de moi. Pendant des années, j'avais accepté leur version de qui j'étais. L'échec de la famille, celle qui avait gâché son potentiel, ce lait qui n'arrivait pas à mettre de l'ordre dans sa vie. Mais tenir tête à papa, dire enfin tout ce que j'avais gardé à l'intérieur, m'avait montré quelque chose de crucial. Je n'étais pas sans valeur. Je ne l'avais jamais été. Le lendemain de la confrontation, je m'étais réveillée en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Ce n'était pas seulement le soulagement d'avoir enfin dit ma vérité, bien que cela en fasse partie. C'était la clarté soudaine sur ce que je devais faire ensuite. D'abord, j'avais eu une conversation avec ma patronne au bistrot de Marcel. Sarah avait toujours dit que j'étais l'une de ses meilleures employées, fiable et travailleuse, douée avec les clients. Quand je lui ai dit que j'étais intéressée à prendre plus de responsabilités, elle m'a offert le poste de gérante adjointe sur le champ. Cela s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative et d'une mutuelle pour Emma et moi. Ensuite,
J'avais examiné mes finances avec un regard neuf. Sans le drainage constant des prêts familiaux et des sauvetages d'urgence, il me restait en fait de l'argent chaque mois. Pour la première fois dans la vie d'Emma, nous avions un vrai compte d'épargne. Mais le plus grand changement était dans la façon dont je me voyais. Emma a levé les yeux de sa fiche de maths, la gomme de son crayon rose à force d'être utilisée. « Maman, tu peux m'aider avec ce problème ?»« Bien sûr, mon bébé. » Je me suis assise à côté d'elle, regardant les fractions sur lesquelles elle travaillait. « Quelle partie te pose problème ? » Je ne comprends pas comment les additionner quand elles ont des chiffres différents en bas. J'ai expliqué comment trouver des dénominateurs communs, regardant son visage s'illuminer lorsqu'elle a saisi le concept. C'était ma partie préférée de la journée. Ces moments calmes, où nous n'étions que toutes les deux, à résoudre des problèmes ensemble. « J'ai compris », a-t-elle dit, effaçant et réécrivant sa réponse. « Maman, je peux te poser une question ? » Toujours. Tu as l'air plus heureuse ces derniers temps. Vraiment heureuse. Pas juste faire semblant d'être heureuse. La vérité sort de la bouche des enfants. Tu es très observatrice, Emma. Oui, je pense que je suis plus heureuse. C'est parce qu'on ne va plus chez Papy Hervé ? Cette question m'a frappée en plein cœur. J'avais redouté cette conversation, sachant qu'elle finirait par arriver. Emma était intelligente, et elle avait remarqué que nos dîners du dimanche s'étaient arrêtés brusquement. C'est en partie à cause de ça, ai-je dit. Parfois, les adultes ont des désaccords, et parfois ces désaccords signifient que nous devons faire une pause et ne plus nous voir pendant un moment. Il t'a encore dit quelque chose de méchant ? Encore ? Mon cœur s'est un peu brisé, réalisant qu'elle avait été consciente de la dynamique familiale depuis tout ce temps. Combien de fois avait-elle vu son grand-père mépriser sa mère ? Combien de fois m'avait-elle vu me recroqueviller sur moi-même après ses dîners ? Oui, il l'a fait. Mais tu sais quoi ? J'ai pris ma défense cette fois. Je lui ai dit qu'il avait tort et j'ai pris des décisions sur ce qui est le mieux pour notre famille. Emma a hoché la tête sérieusement. Bien, je n'aimais pas comment il te rendait triste. Je n'aimais pas ça non plus. Mais c'est fini maintenant. À partir de maintenant, nous ne passons du temps qu'avec des gens qui nous traitent bien. Comme Madame Garcia à côté, a-t-elle dit. J'ai souri. Notre voisine, Rosa Garcia, était une veuve de 70 ans, qui s'était immédiatement prise d'affection pour Emma. Elle lui apprenait des phrases en espagnol et la laissait l'aider dans son jardin. En 3 mois, Rosa avait montré à Emma plus d'affection de grand-mère que mes parents ne l'avaient fait en des années. Exactement, comme Madame Garcia. Emma est retournée à ses devoirs et je suis retournée à la cuisine pour finir de préparer le dîner. Rien de sophistiqué, juste des spaghettis à la bolognaise, mais c'était paisible. Pas de tension, pas de marcher sur des œufs, pas d'attente que quelqu'un me rabaisse. Mon téléphone a vibré avec un message texte. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à vérifier. C'était de Cédric. « Jeanne, on peut parler ? J'ai réfléchi à ce que tu as dit, et je pense que tu avais raison sur beaucoup de choses. Serais-tu d'accord pour qu'on se voie pour un café ? » J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait le supprimer, garder les limites que j'avais établies fermes et claires. Mais une autre partie de moi, celle qui aimait toujours mon frère malgré tout, était curieuse de savoir ce qu'il avait à dire. Au cours des 3 derniers mois, j'avais reçu plusieurs messages similaires. Isabelle avait appelé 2 fois, en pleurant et en s'excusant. Maman avait envoyé une longue lettre expliquant à quel point elle était fière de moi et combien elle était désolée de ne pas m'avoir défendue. Même papa avait essayé de prendre contact, bien que son approche soit plus maladroite qu'apologétique. J'avais été polie mais distante avec eux tous.
Je n'étais pas prête à faire comme si de rien n'était, et je n'étais certainement pas prête à revenir aux anciennes dynamiques, mais je n'étais pas non plus sûre de vouloir les exclure complètement de ma vie. Après le dîner, une fois Emma installée devant la télévision pour regarder son émission préférée, j'ai appelé ma thérapeute. Oui, j'avais une thérapeute maintenant. Un autre changement positif que j'avais fait avec ma nouvelle stabilité financière. Le docteur Patricia Lambert était une femme chaleureuse et pragmatique, spécialisée dans les dynamiques familiales et la codépendance. Elle m'aidait à comprendre les schémas dans lesquels j'étais piégée depuis des années. Comment vous sentez-vous par rapport au message de Cédric? A-t-elle demandé après que je l'ai mise au courant des dernières tentatives de contact. Confuse, je suppose. Une partie de moi veut entendre ce qu'il a à dire, mais j'ai peur de me laisser entraîner à nouveau dans les anciens schémas. Qu'est-ce qui devrait être différent pour que vous vous sentiez en sécurité lors de cette conversation? C'était la question clé. Qu'est-ce qui devrait être différent? J'aurais besoin de savoir qu'il comprend ce qu'il a fait de mal. Pas seulement des excuses génériques, mais une réelle compréhension de la façon dont son comportement m'a affectée. Et j'aurais besoin d'un engagement de sa part à changer, pas seulement de revenir à la situation d'avant. Ce sont des limites raisonnables. Nous savons parler pendant encore 40 minutes, travaillant sur mes sentiments et élaborant un plan pour gérer les futurs contacts avec ma famille. À la fin de la séance, je me sentais plus claire sur ce dont j'avais besoin. Ce